On va démarrer cette matinée dédiée à l'information sur les métiers du sport. Donc, on est avec Yannick Morel, directeur de PSA 31, qui va se présenter juste après. On est ravis de vous accueillir au sein du CREPS de Toulouse. De mon côté, je suis Olivier Dulac, je suis chef du service de la formation dans cet établissement. Et on va avoir l'occasion, durant toute la matinée, d'avoir d'abord une petite information collective et puis après de pouvoir passer sur des informations plus individuelles au regard de vos situations à tous. Et Yannick va présenter le programme juste après. Déjà, excusez Muriel Roth, directrice du CREPS, qui est hors de l'établissement et qui n'a pas pu venir vous accueillir au sein de l'établissement. Donc, elle s'en excuse et souhaitait, en tout cas, pouvoir vous dire à quel point tout l'intérêt qui était celui de l'établissement d'accueillir une opération telle que celle-ci. Alors, vous resituez peut-être deux, trois éléments. Cette information collective se place dans la semaine nationale, dans le cadre de la semaine nationale, dont vous voyez l'intitulé des métiers du sport. C'est la troisième opération conduite par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative autour de ces questions, donc de sensibilisation aux métiers du sport dans son ensemble. Et on va voir qu'on ne parle pas que des métiers d'éducateur sportif ou d'entraîneur, on parle de beaucoup plus de métiers. Et cette opération se traduit particulièrement chez nous. Voilà. Donc, je disais, cette opération nationale des métiers du sport se traduit chez nous en Occitanie. Nous avons la chance d'être une des deux régions de France à avoir un campus des métiers des qualifications, la belle éducation nationale région. Donc, campus des métiers des qualifications dédié au développement du secteur sportif. Et donc, nous sommes dans une semaine où toute la semaine, nous sommes en festival. C'est le festival Octosport, Occitanie vers le sport, Octosport, qui a perduré toute cette semaine et qui va encore tenir une échéance mercredi prochain avec les collègues du rectorat de la DRAIO, dont je salue les représentants dans la salle, qui se tiendra mercredi prochain. Vous dire deux mots sur les missions d'un CREPS, et puis après je m'en arrêterai là. Cet établissement a vocation à apporter trois missions principales. C'est l'accompagnement du sport de haut niveau, avec tous les athlètes collégiens, lycéens ou les athlètes lycées qui sont en préparation, en entraînement chez nous. La deuxième mission est celle de la formation professionnelle sur laquelle on est directement impliqué aujourd'hui. Et la troisième mission est celle de l'accueil, du soutien à la vie associative et donc de tout ce qu'on peut mettre en place avec nos partenaires divers et variés. Voilà, donc aujourd'hui, vous êtes accueillis au sein du CREPS. Je vous présente l'édition du CREPS, et dans tout cet événement, je ne parlerai pas au nom du CREPS de Toulouse, mais bien au nom de l'ensemble des organismes de formation. Il n'y a pas que le CREPS qui fait de la formation pour les métiers du sport, donc on vous parlera vraiment de l'ensemble de l'environnement de l'Académie de Toulouse principalement. Vous dire également, et avant de céder la parole à Yannick, que cet événement, c'est pas la première fois qu'on le co-organise avec Profession Sport et Animation 31, donc on a un partenariat de longue durée avec PSA, et que nous avons réuni aujourd'hui de nombreux partenaires que je souhaitais particulièrement remercier. France Travail qui est présent, le CFA Sport Animation Occitanie également, nos collègues de la DRAGES qui assurent toute la réglementation et tout le suivi des métiers du sport, le service départemental à l'engagement à la jeunesse et au sport, la région Occitanie également présente, le BDOS, les collègues de l'université avec le STAPS, et un partenaire qui n'a pas pu être présent de dernière minute, qui est l'AFDAS, qui est l'opérateur de compétences du champ du sport, qui notamment assure une grande partie des financements vers ces filières. Voilà, donc je ne vais pas être plus long. Vous souhaitez en tout cas de profiter, de ne pas hésiter à interagir. Si vous avez des questions, il n'y a aucune mauvaise question. Vous avez deux classes de collégiens dans la salle. N'hésitez pas à interagir. Et si vous avez des questions plus personnelles, la seconde partie de matinée pourra vous permettre de trouver des réponses
nous l'espérons. Voilà, bonne matinée à vous et je cède la parole à Yannick. Merci Olivier. Donc bonjour à tous. Donc je suis Yannick Morel, directeur de profession sport animation Haute-Garonne et du groupement d'employeurs Sport Loisirs 31. Donc effectivement nous sommes une association qui accompagnons les associations et qui accompagnons aussi le développement de l'emploi sportif sur le territoire de la Haute-Garonne. Donc juste je vais vous rappeler un peu le programme de la matinée pour vous permettre un peu de voir ce qui va se passer. Donc la matinée va se passer en 2 parties. Une première partie qui aura lieu ici à l'amphithéâtre, où vous aurez des présentations ainsi que des tables rondes, où je vais revenir un peu plus en détail dessus. Et la deuxième partie, à partir de 11 h, qui se passera au village métier, où vous pourrez poser en fait toutes les questions à tous les partenaires présentés par Olivier précédemment, où vous pourrez poser toutes vos questions sur les métiers, les formations, etc. Donc, plus précisément, donc, on vous a juste une autre précision. À l'entrée, on vous a donné un tote bag avec dedans les coordonnées de tous les partenaires et de toutes les personnes que vous pourrez rencontrer après. Donc, vous pouvez aussi recontacter ultérieurement éventuellement. Vous avez aussi donc le programme de la matinée. Et puis n'hésitez pas, servez-vous-en, puisque nos partenaires ont aussi certainement des dépliants, tout un tas de choses. Donc, ça vous permettra de transporter tout ça tranquillement. Donc, pour revenir à la matinée, donc là, on va démarrer ici d'abord par une introduction générale pour vous parler du sport en général et des métiers qui s'y rattachent. Donc, Olivier Dulac nous fera cette présentation-là. Dans un deuxième temps, on vous parlera de projets professionnels avec France Travail. Et derrière, on vous dira comment peut-être l'affiner avec le service civique présenté par le CLOS. Puis ensuite, on passera sur un focus sur le métier du sport, le métier d'éducateur sportif principalement, et notamment sur les présentations qui seront faites par la DRAGES, qui est l'organisme qui est de l'État, qui pourra vous renseigner sur tous les métiers, en tout cas qui sont liés au métier d'éducateur sportif. On aura ensuite, vous aurez une vidéo métier pour vous expliquer un peu plus en image ce qu'est le métier d'éducateur sportif et la prise de parole d'une de nos salariés, Madame Goyardou, qui elle est même éducatrice sportive depuis un certain nombre d'années chez nous et qui est par ailleurs aussi, et donc qui vous expliquera plus en détail aussi quel est son métier au quotidien et comment ça fonctionne. Une fois cette première partie de présentation terminée, on passera à des tables rondes avec des intervenants sur 2 thématiques. Une première table ronde qui sera autour des financeurs de la formation, avec les différents partenaires que sont la région Occitanie, la SDG 31 et moi-même. Et une deuxième table ronde ensuite sur les opérateurs et comment accéder à la formation sur les métiers du sport. Voilà un peu comment ça va se passer. On finira à 11 h et à partir de 11 h, vous pourrez vous diriger tranquillement vers le village métier où vous pourrez poser toutes les questions que vous aurez eues peut-être tout au long de la matinée directement aux intervenants. Voilà. On peut du coup commencer. Olivier, je te laisse la parole. Ouais. Alors, déjà, on a beaucoup déjà utilisé le terme éducateur sportif pour parler des métiers du sport, parce que c'est vrai que, notamment, c'est une voie d'accès assez importante. Mais le campus des métiers et des qualifications de la région Occitanie a organisé sa réflexion, son travail sur non pas le métier d'éducateur sportif ou d'entraîneur, mais sur 8 domaines métiers que vous voyez ici. Donc travailler dans le champ du sport, ça ne veut pas dire forcément être dans une salle ou au bord d'un terrain pour animer un groupe. On peut tout à fait imaginer, vous les avez tous croisés dans les enseignes de vente, par exemple, de magasins d'articles sportifs. Vous avez la vente qui fait partie de ces questions. Nous avions hier une émission à l'attention des lycéens de l'enseignement de spécialité sport. Nous avions trois grands témoins, je voulais juste simplement vous les citer. Il y avait un communicant, une personne qui gérait l'image des athlètes et des sportifs de haut niveau, qui gérait l'image des équipes de haut niveau, par exemple, qui est community manager, qui va travailler sur vraiment comment on produit du contenu média pour accompagner l'image, donc vraiment un travail autour de cette dimension. Il y avait un data scientist, quelqu'un qui a beaucoup pratiqué dans le champ du rugby et qui a orienté son métier finalement non pas comme sportif de haut niveau, mais comme analyste des données. Vous avez tous vu le petit boîtier qu'on a chez les joueurs de foot ou chez les rugbyman.
Et toutes ces données qui remontent de positionnement, de temps de course, tout ça est analysé et vous avez des équipes entières qui vont travailler dans le champ du sport autour de ces métiers qui ne sont pas des métiers d'éducateurs sportifs. Alors on peut les citer. On a évidemment la compétition et l'entraînement qui nous paraissent évidents. Hein. On va être entraîneur d'équipe, on va coacher un athlète. On a tout ce qui est du registre du digital, qui est évidemment une dimension forte. La vente, la distribution, toute la partie santé. Vous avez peut-être entendu parler de la silver economy. Notre société vieillit, donc sport santé, bien-être, tout ce qui est qualité de vie au travail, sport en entreprise pour la prévention des troubles musculo-squelettiques, et ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est un grand pan d'activité en lien avec le champ du sport. Tout ce qui est du registre de la fabrication, de la conception, on pourrait dire de la R&D, par exemple, toute la recherche et développement autour des voiles, du foil. Donc là, vous avez aussi tout un tas de métiers, d'ingénieurs qui peuvent aussi se déployer sur ces questions de fabrication et de conception. Le management, la communication, vous verrez, je ne vais pas revenir sur la communication, la gestion d'équipement et évidemment tout ce qui est en lien avec l'enseignement et les loisirs. Donc vous voyez que si on passe à la diapo suivante, vous avez ici un certain nombre d'intitulés métiers. Travailler dans le champ du sport, on va dire, des possibilités extrêmement multiples qu'il faut imaginer au-delà de simplement je vais m'inscrire en BPJEPS pour être éducateur sportif. Ça peut être une entrée. Ça peut être l'entrée des STAPS, on y reviendra tout à l'heure. Ça peut être une entrée d'école d'ingénieur. Ça peut être une voie royale. Nous avons ici au sein du CREPS un service médical avec des kinés, avec des médecins, avec des gynécologues qui accompagnent la performance de nos jeunes filles dans les compétitions sportives. Donc ça peut être la voie de la médecine. Vous avez énormément de voies qui vous permettent d'accéder au grand domaine du sport dans son enfant. Je voyais une question dans la salle. Ah, ouais. On va le pousser. Mais voilà. C'est le CFA. On est désolé. CFA qui donne la vue. C'est bon. De nombreux métiers, en tout cas, dans la réflexion qui va être la vôtre. Et on a des collégiens dans la salle, mais on a peut-être aussi des personnes qui sont plutôt dans une logique de reconversion professionnelle. Nous avions, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça encore, au sein de cet établissement, une formation d'accompagnateur en moyenne montagne, dans lequel on voyait arriver beaucoup d'anciens ingénieurs qui en avaient un peu assez des bureaux d'études, de la pression des bureaux d'études, et qui venaient se diriger vers les métiers de la montagne. Donc on peut vraiment penser une première carrière, une seconde carrière dans le champ du sport, en ouvrant un petit peu les perspectives bien au-delà du simple diplôme d'éducateur sportif, en allant chercher sur tout ce champ-là, et que peut-être dans vos spécificités, vos centres d'intérêt, il y a des choses à réaccrocher pour se dire, ben, finalement, mon projet, il faut que je le questionne, non pas à l'aune de sport simplement ou animation, mais bien à l'aune d'un contexte beaucoup plus large. Voilà, on va pas forcément, je pense, aller beaucoup plus loin. S'il y a quelques questions, on peut éventuellement les prendre, et puis sinon enchaîner avec le collègue de France Travail. Oui. Alors, le CFA Sport Animation. On a en fait un CFA hors les murs, donc on travaille en partenariat. Merci. En fait, on a un CFA hors les murs, donc ça veut dire qu'on travaille en partenariat avec une quarantaine d'organismes de formation sur toute la région Occitanie. Donc en fait, on propose des formations sur les 13 départements de la région, donc en région toulousaine aussi, mais voilà, il y en a vraiment sur toute la région. Voilà, et nous mettons en avant notre partenariat avec le CFA Sport Animation Occitanie, parce que comme monsieur l'a bien identifié sur le drapeau rouge, il est bien identifié que nous sommes UFA du CFA, donc nous sommes adhérents du CFA Sport Animation. Par contre, il y a d'autres CFA qui existent sur le territoire. Il n'y a pas que ce CFA-là, mais c'est, je crois, un des plus gros CFA de France, voilà, qui est hors les murs et donc qui accompagne sur l'ensemble de la région les jeunes sur la voie de l'apprentissage. Mais on aura un temps un peu plus particulier pour en parler. Est-ce que vous avez une ou deux autres questions?
Il n'y a pas de questions. On va démarrer. Donc, on va passer à la présentation. Alors, pour arriver à tous ces métiers-là, l'idée, c'est quand même d'identifier lequel vous correspond le plus, lequel vous voulez faire. Vous voyez qu'il y a une large palette. Donc, pour ça, on va laisser parler M. Coutouli de France Travail, qui va vous expliquer comment affiner votre projet professionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire, quel métier je veux faire, et pas juste dire je veux travailler dans le sport, donc ok, mais c'est quoi dans le sport? Donc il faut travailler son projet. Et donc M. Coutouli va vous présenter comment travailler son projet professionnel. Et en suivant, après, on aura aussi le comité départemental olympique et sportif qui viendra vous présenter un dispositif qui s'appelle le service civique, qui vous permettra aussi peut-être, pour les certaines catégories d'âge, pas pour tout le monde, mais le boss l'expliquera un peu mieux que moi, vous expliquera peut-être pour justement comment affiner votre projet professionnel. Je vous laisse la parole. Et bonjour à tous. Pascal Coutouli, donc je suis conseiller à France Travail et plus particulièrement, moi je travaille dans une équipe dédiée aux entreprises. Mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises dans leur recrutement. Vous avez peut-être certaines vues des offres d'emploi, peut-être pas les plus jeunes, bien entendu, mais les offres d'emploi, ça veut dire qu'il y a des conseillers qui vont vers les entreprises. Alors moi, je ne vais pas vous parler d'entreprise aujourd'hui, mais je vais vous parler de vous. Votre projet professionnel, donc, et plus particulièrement d'éducateur sportif. Voilà. Alors, tout simplement, j'ai une idée. Aujourd'hui, vous avez une idée. Vous êtes peut-être même des sportifs, vous aimez faire du sport, et vous vous dites, j'ai envie de devenir peut-être un professionnel de ce secteur-là. Donc, quelles sont les étapes, quel est le parcours entre j'ai une idée dans la tête et sa réalisation, c'est-à-dire de devenir un salarié ou de développer une activité ou de créer une entreprise autour du métier du sport. Alors, nous, on parle de valider un projet professionnel. Là aussi, ça va concerner plutôt les demandeurs d'emploi et dans cette assemblée. Votre conseiller, on a dû vous en parler, vous avez dû entendre ça X fois. Ça fait partie du langage quotidien du conseiller de valider un projet professionnel. Valider un projet, ça veut dire le sécuriser. Ça veut dire, est-ce que vraiment je suis fait pour ça? Est-ce que l'idée que j'ai, est-ce qu'elle est réalisable? Est-ce que je vais pouvoir exercer ce métier-là? Voilà. Alors, on passe à la suivante. Hop, juste là. Alors, première étape, pour trouver de l'information. Voilà, il faut que je trouve de l'information. Je veux devenir éducateur sportif. Où trouver l'information? Alors, notre mission à nous, à France Travail, bien entendu que nous ne sommes pas les seuls qui ont des sources d'information, mais en tout cas, nous en avons pas mal et nous avons des outils à votre disposition. Quand je dis des outils, ils sont à disposition de vous tous, même les collégiens, hein, en tout cas, d'aller sur le site de France Travail. Voilà. Alors, la première chose, c'est rencontrer des professionnels, c'est d'échanger avec eux. Donc, peut-être certains sont déjà dans des clubs sportifs. Un club, il y a des éducateurs, il y a des directeurs, il y a des responsables, etc. Donc, vous pouvez déjà les interpeller, les questionner sur le métier. Je vous ai mis un petit outil. Si vous voulez prendre une photo de ça, vous pouvez prendre, bien entendu, le CDA, qui s'appelle Métiescope. Alors, Métiescope, c'est à l'initiative de France Travail. C'est un outil en ligne. Tout simplement, ça recense par métier. Mais qu'est-ce qu'on attend? Les compétences. Quelles sont les compétences pour l'exercer? Quels sont les savoirs, les savoir-être? Il y a des éléments qui sont autour du marché du travail. Alors, le marché du travail, pour les plus jeunes, je pense que ça ne leur dit pas grand-chose, mais le marché du travail, c'est tout simplement, aujourd'hui, j'ai envie d'être éducateur sportif, mais est-ce qu'il y a du boulot? Est-ce qu'il y a du travail? Donc, il y a des éléments, un certain nombre de statistiques, mais c'est des outils très simples. C'est quelles sont les opportunités sur une région, sur un département, sur la France,
quels sont le nombre d'offres d'emploi, quels sont les salaires, les conditions de travail, etc., qui vous donnent une idée sur le marché du travail. D'accord, ok. Alors, après, je vous ai parlé des enquêtes. Le dernier point sur lequel, sur ce slide, sur cette image, l'idéal, c'est aussi d'aller faire une période de découverte. Et là, ça concerne bien entendu essentiellement les demandeurs d'emploi, c'est que vous pouvez, à tout moment, dans toute structure, demander et réaliser une immersion. Ça, c'est un levier extrêmement fort sur lequel nous, au quotidien, à tous les demandeurs d'emploi, quel que soit leur métier, on évoque ça. Allez voir dans une structure, allez voir un professionnel, allez faire une immersion, c'est-à-dire de suivre le professionnel dans son activité. Et là aussi, bien entendu, l'intérêt, c'est est-ce que je me sens capable, est-ce que je peux faire ce métier? L'image et la représentation que j'en avais, et de la confronter à la réalité du métier. Je suis un sportif, j'aime faire du sport, mais est-ce que je suis fait, est-ce que je vais pouvoir être un éducateur sportif ou un autre métier? Donc, l'immersion, voilà. L'immersion, tout simplement, c'est une convention qui permet d'être en sécurité, vous, d'être accueilli, et que l'employeur qui vous accueille, bien entendu, vous accueille dans de bonnes conditions. Voilà. La suivante. Allez, hop. Je suis un peu vite. Alors, on va dire que ces premiers éléments, ce sont des démarches qui sont à votre initiative individuelle. Vous avez des outils à votre disposition. Après, vous pouvez vous dire, j'ai besoin d'un accompagnement. Et nous on appelle des prestations, c'est-à-dire nous faisons un travail avec des partenaires, nous vous orientons vers quelqu'un qui va vous accompagner pour vous aider justement à construire ce projet professionnel. Alors, je ne vais pas en faire très long, mais vous voyez qu'il y a des noms un peu barbares, qui s'appellent projet pro ou actif pro. Donc, tout simplement, nous conseiller, on active un partenaire, vous allez être soutenu, accompagné dans la durée, pendant quelques jours, quelques semaines, pour sécuriser ce projet, pour le valider. Voilà. OK. Voilà ce que je ne vais pas en faire plus sur celui-là. On va arriver. Une fois qu'on a sécurisé, alors je laisserai à d'autres partenaires qui vont évoquer ces formations, mais une fois qu'on a sécurisé cette première étape, il faut trouver une formation. Voilà. Alors, donc, on va vous en parler un petit peu plus loin. C'est où? Alors, bien entendu, il y a des outils. Il y a beaucoup d'outils à votre disposition. Donc, France Travail Annonce pour centraliser et pour aller trouver une formation qui vous convienne par rapport au métier. Donc, allez voir. Donc, là, j'ai balayé un petit peu, mais très rapidement, que la région, bien entendu, est une source de formation, mais on va vous en parler un peu plus loin. L'alternance, il y a le CFA. CFA, c'est alternance, bien entendu. Et puis, une formation, mais là aussi, on le verra plus en détail individuellement avec d'autres, c'est le financement. Mais quand on va sur une formation, c'est qui la paye. Voilà. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Donc, l'objectif, bien entendu, c'est qu'on puisse vous aider et, bien entendu, vous offrir une formation gratuite. Voilà, donc là aussi, on en parlera peut-être un peu plus en détail vers la région, un peu plus tard. Non. Je ne vais pas développer ça, mais ça, c'est important. Donc, la formation et de trouver la formation. OK. Je termine, voilà, tout simplement, mais l'étape du projet, c'est essentiel. Donc, pour aller du début de l'idée jusqu'à la réalisation, étape après étape, et donc le projet, c'est essentiel pour vous. Est-ce que je suis fait pour ça? Voilà. Merci à vous. Merci bien. Du coup, on va essayer de vous donner des outils qui vous permettront d'affiner votre projet professionnel, avec notamment la présentation du service civique,
qui vous permettra peut-être d'aller justement, vous parler d'immersion, de stage, etc. C'est une autre façon de pouvoir tester, de voir ce qui se passe et qu'est-ce que c'est qu'être professionnel dans le sport, quel que soit le type de métier, que ce soit éducateur sportif ou dans la communication, etc. Donc je laisse la parole à monsieur Henn. Merci, Eric. Exactement. Donc, on va revenir sur le service civique. Donc, c'est un moyen, surtout pour les plus jeunes, du coup, puisque c'est un dispositif qui est réservé pour les 16-25 ans, de découvrir un domaine spécifique, de découvrir une association, une structure. Donc, c'est aussi un moyen d'affiner son projet professionnel. Peut-être qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. On se cherche un petit peu, on a entendu parler du sport ou de notre secteur. C'est un moyen de mettre le pied dans une association ou dans une structure et de découvrir son fonctionnement, de découvrir ce qui se passe à travers une mission. Donc, qu'est-ce qu'un service civique? Un service civique, c'est une mission d'intérêt général qui peut durer de 6 à 12 mois avec une petite contrepartie financière à hauteur de 620 €, donc, dont une partie prise en charge par l'État et une partie prise en charge par la structure d'accueil. C'est un dispositif, comme je l'ai dit, qui concerne les personnes de 16 à 25 ans. Ça peut aller jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Et on est sur une mission qui dure en moyenne 24 heures, mais ça peut aller au-delà, jusqu'à 48 heures pour certains contrats. Il faut savoir que le service civique, c'est un statut qui peut être cumulable. Donc, vous pouvez réaliser un service civique en même temps que vous faites des études. Vous pouvez faire ça sur une année de césure, ou aussi, même quand vous avez un emploi, c'est possible, même si c'est un peu plus compliqué. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes étudiant aussi, de vous rapprocher vers ce dispositif si jamais vous avez besoin d'affiner votre projet ou de savoir si un certain projet, un certain domaine vous plaît. Il y a 10 domaines d'activité dans lesquels on peut faire un service civique. Donc, il y en a pas mal. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les domaines, puisque nous, DOS, on est plutôt spécialisés dans le sport. Nous, au DOS, on met en place aussi l'intermédiation, ce qui permet à toutes les structures sportives de bénéficier d'un agrément sans pour autant avoir besoin de faire les démarches administratives pour pouvoir accueillir un volontaire en service civique. Donc ça a été dit déjà, les avantages à faire un service civique. Donc du coup, ce que je vous ai dit, c'est forcément de construire ce projet professionnel et d'affiner son projet. Je ne vais pas y revenir dessus. Et je vais finir sur la slide sur notre agrément. Nous, on a différentes missions qu'on peut proposer. Donc il y a des missions sur l'accompagnement au projet associatif. Il y a le sport santé, il y a tout ce qui est sur l'éco-responsabilité. Bon, il y a une grande majorité de missions qu'on peut faire dans le sport. C'est aussi avec votre structure que vous allez devoir affiner vos missions et trouver une mission qui vous plaît. Donc c'est aussi en ce sens que vous peut-être touchez les différents domaines qu'on a abordés tout à l'heure sur le milieu sportif. Voilà. Je ne serai pas plus long. Si jamais vous voulez davantage d'informations sur le service civique, je serai là à 11 h avec vous pour répondre à vos questions. Merci Norbert. Donc vous avez compris que le GDOS pouvait proposer des missions de service civique. Donc si vous êtes déjà dans une association sportive et que vous avez envie de creuser la question, n'hésitez pas à vous rapprocher du GDOS qui pourra peut-être vous aider dans ce sujet-là. Donc ensuite, on va passer sur le focus sur le métier d'éducateur sportif avec une présentation de la DRAGES par Valérie Dumestre qui va nous rejoindre. Et donc, qui va vous présenter un peu tous les métiers, en tout cas d'éducateur sportif. Et je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc je m'appelle Valérie Dumestre-Coutouzy, donc je suis professeure de sport à la DRAGES Occitanie, je suis basée sur le site de Toulouse et je suis affectée donc sur le pôle formation, certification, enseignement de la DRAGES. Alors la DRAGES, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc c'est la délégation régionale académique, pour le PowerPoint. Ok. Voilà. Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Donc, nous sommes l'organe déconcentré du ministère des Sports en région. Et le pôle formation certification, à quoi il sert? Il sert simplement, et je dirais essentiellement, à habiliter les organismes de formation sur le territoire qui souhaitent mettre en place des diplômes d'État. Donc, on va le voir plus en détail, et notamment les diplômes d'État qui permettent d'exercer le métier d'éducateur sportif.
dans plusieurs disciplines. Donc, on va voir les différents niveaux de diplôme. Donc, le CREPS de Toulouse, qui nous reçoit aujourd'hui, est un organisme de formation publique qui est habilité par la DRAGES pour mettre en œuvre les différentes formations d'État, jeunesse et sport sur le territoire. Et il fait partie donc de 130 organismes de formation qui sont habilités sur Occitanie. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter une cartographie générale de comment on peut accéder au métier d'éducateur sportif. Parce que le paysage français n'est pas très clair. Donc, je vais essayer d'éclairer le chemin pour nos jeunes, essentiellement, pour les éducateurs, pour les professeurs de PS, qui pourront relayer l'information après sur le territoire. Donc, qui forme au métier du sport? Donc, c'est une question assez générique, mais essentielle parce qu'on a plusieurs acteurs. On a plusieurs acteurs à ce jour où on est centré sur, on entend parler de coach sportif, d'éducateur sportif, d'entraîneur, de manager sur des clubs professionnels. Mais comment on fait pour être dans ces métiers-là? Et on a plusieurs voies, mais avec leurs spécificités. On a tout ce qui est de la branche professionnelle. Donc, pour les jeunes, c'est quand vous êtes inscrit dans un club, vous faites partie d'une fédération. La fédération, mettons, de handball, de rugby, de volley. Toutes les fédérations ont leur propre formation en interne, des brevets fédéraux, des certificats de qualification professionnelle qui vont permettre à nos bénévoles sur le territoire, aux jeunes qui sont déjà dans ces clubs, de franchir la première marche vers l'éducateur sportif. Donc, ce sont des diplômes qui sont fédéraux, qui permettent d'agir en tant que bénévole ou pour les CQP en tant que salariés, mais avec des restrictions de niveau d'intervention. On ne peut pas intervenir sur tous les publics, on ne peut pas être entraîneur de haut niveau avec un certificat de qualification professionnelle. Donc, tout dépend du projet professionnel que vous avez. Donc, c'est le premier pied à l'étrier vers « je veux m'engager dans l'éducateur sportif, agir sur le terrain avec des jeunes, des moins jeunes, de l'entraînement, etc. » Vous avez après, donc je passe les diplômes jeunesse et sport, puisque ça va être l'essentiel de mon discours, sur l'autre voie. Vous connaissez tous STAPS, donc la voie de l'enseignement supérieur, les diplômes universitaires. Donc cette voie-là permet effectivement d'aller vers certains diplômes, et mon collègue de STAPS le précisera certainement, qui vont permettre d'être dans le champ de l'éducation éducateur sportif. Mais c'est une voie où on doit rentrer avec le bac, voilà, essentiellement, c'est une prérogative. Et après, ce n'est pas forcément la voie royale pour être éducateur sportif dans tout le secteur, tout le champ que l'on peut couvrir. Les personnes âgées, l'animation, l'initiation, sur les enfants, sur l'activité de la forme, sur le rugby à 13, le volley, etc. STAPS va permettre d'aller plus loin. Ce sont des études longues. On a le bac, on est parti pour 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'études. Donc c'est une filière particulière. Et j'en dirai pas plus là-dessus, puisque ce n'est pas mon secteur. Oui. Attends, mais je vais me rapprocher parce que je n'entends pas tout à fait ce que vous me dites. Peut-être. ¿Es posible la validación de titres de personas que son déjà diplômées? Je suis professeur de sport professionnel à mon pays, déjà. Alors, pour ceux qui ont des diplômes à l'étranger, vous allez devoir faire une reconnaissance d'équivalence de diplôme en France. Pour ça, il va falloir contacter justement les services de l'État, donc mes collègues aussi, service départemental, et nous, la DRAGES, essentiellement la DRAGES, pour voir si votre diplôme est reconnu en France.
si ça permet d'avoir des équivalences, nous avons le code du sport qui régit toutes ces demandes d'équivalence, donc il faudra venir vers nous. Donc peut-être que tout à l'heure, on vous recevra et on vous donnera plus d'informations. Voilà. Donc, pour nous, jeunesse et sport, éducateurs sportifs, je l'ai dit tout à l'heure, on habilite des formations, 130 organismes de formation sur le territoire, dont les deux TREPS, qui mettent en œuvre différents diplômes. Alors, on est sur des formations pour jeunesse et sport qui vont de 6 à 24 mois maximum. C'est de la formation professionnelle. Sur effectivement toute la filière fédérale, ce sont des formations bien plus courtes, mais qui vous mettent juste le pied à l'étrier pour être dans le bénévolat ou un petit contrat de travail. Et vous avez SAPS où on est sur des études, une filière longue avec le bac. Pardon. Donc sur jeunesse et sport, on va se centrer sur nos diplômes. Anciennement, les brevets d'État pour les plus anciens. Hein. Donc les brevets d'État ont été réformés. Maintenant, on parle de diplôme d'État avec différents niveaux de diplôme. Nous avons le BPGEPS, éducateur sportif, c'est-à-dire le BPGEPS, brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport. Initialement, c'est l'éducation populaire qui portait effectivement avec le sport ces diplômes. Donc on a conservé le nom. On a le premier niveau de diplôme, niveau 4, niveau bac. Donc, si vous êtes sur un BPGEPS, vous avez le niveau bac. Ça ne veut pas dire qu'il faut le bac pour rentrer en BPGEPS. La particularité forte des diplômes jeunesse et sport, c'est que tous les niveaux de diplôme, que ce soit le BP, le DE, donc c'est un diplôme d'État, le DES, diplôme d'État supérieur, on rentre en formation sans le bac. On peut rentrer en formation sans le bac. Donc, c'est une formation professionnelle. Il y a des prérequis par diplôme. Le BPGEP, c'est un premier niveau où, si vous souhaitez être dans l'encadrement de différents publics, on est essentiellement centré sur l'initiation, la découverte. Ce n'est pas de l'entraînement. L'entraînement, c'est le DEGEPS. Le DEGEPS, si vous voulez être entraîneur dans votre spécialité, entraîneur de hand, de basket, de rugby, de gymnastique, d'athlétisme ou autre, c'est le DEGEPS. Et si vous voulez être manager d'un club, entraîneur de très haut niveau, il faudra s'orienter vers le DES, diplôme d'État supérieur. 4, 5, 6 en niveau de diplôme. On n'est pas obligé d'avoir l'un pour passer à l'autre. On parle en métier. Oui. Jeunesse et sport, comme on est sur de la formation professionnelle, on couvre toutes les tranches d'âge. C'est-à-dire on peut rentrer sur un des diplômes à partir de 16 ans, sur de l'alternance, de l'apprentissage. Et on peut aussi accueillir dans nos diplômes des gens en reconversion. Il n'est pas rare sur certains diplômes d'avoir des personnes de 40, 50, et on a même eu plus qui sont là en reconversion. Voilà, professionnel. Donc vous avez, notre propos d'aujourd'hui se centrera sur l'éducateur sportif. L'éducateur sportif, c'est plutôt le diplôme de BPGEPS, de niveau 4, niveau de bac. C'est un acteur, vous avez envie d'agir auprès de tout public, d'être plutôt dans l'initiation, la découverte sur l'école de rugby, sur de l'activité de la forme, sur de l'activité physique pour tous, on en parlera. Entraîneur, ce sera donc, comme je l'ai dit, le DEGEPS, et après formateur d'entraîneur, entraîneur de très haut niveau, on est sur le DES. Donc ça, ce sont les diplômes que habilite la DRAGES. Sur le territoire, nous avons plus de 30 mentions sur le BPGEPS, on a plus de 15 mentions sur le DEGEPS, et sur le DES, forcément, ça se restreint. Mais on ne porte pas toutes les mentions existantes. Il faudra aller éventuellement dans d'autres régions si vous voulez faire vraiment une spécificité. Comment on accède à ces formations? Donc, je l'ai dit, nous avons plus de 130 organismes de formation habilités sur le territoire. Avec chacun, on peut avoir plusieurs organismes de formation habilités pour le même diplôme, mais il y a certains organismes qui ont des particularités, qui ont fait des
des cursus un peu aménagés, alors soit en privilégiant la biqualification avec d'autres organismes, notamment un partenariat FAC et CREPS pour le Parcoursup, donc activité physique pour tous et licence. Nous avons d'autres organismes de formation qui ont fait des cursus avec une valence plutôt régionale, territoire. On peut avoir des diplômes, des BPGEPS, activité physique pour tous, notamment dans le 65, qui sont orientés vers le tourisme, parce qu'il y a une forte demande aussi là-bas. Donc, c'est une valence. Voilà, c'est plein d'exemples. Donc, à vous de venir nous voir. On a la liste, on l'habilite. C'est nous qui connaissons les organismes de formation sur le territoire. Donc, nous vous attendons peut-être après pour pouvoir vous orienter ou vous aiguiller. Dans nos formations, donc, on est rattaché, on a aussi nos formations qui sont rattachées, comme le disait Clémence, à différents CFA. Sur le territoire, nous avons 40 CFA qui portent des diplômes jeunesse et sport, dont le CFA Sport Animation Occitanie, qui est rattaché à plus de 40 organismes de formation que nous avons habilités. Sur les 130, ils en ont 40. Les autres, soit ils sont rattachés à d'autres CFA, soit ils sont CFA en nom propre. Voilà. On entre sur les différents diplômes, les niveaux de diplôme sans le bac. Par contre, il y a des prérequis. Il faut, en fonction des mentions, on ne demandera pas la même chose. Un niveau sportif, un niveau de pratique, etc. Si vous rentrez sur un BPGEPS activité de la natation, vous n'aurez pas les mêmes prérequis que sur un BPGEPS volley, évidemment. Tous ces niveaux de diplôme sont accessibles les uns sans les autres. On ne passe pas un BP pour aller vers le DE, pour aller vers le DES. On raisonne vraiment, comme l'a dit monsieur, en projet professionnel. Qu'est-ce que je veux faire? Si je veux être entraîneur, je vais direct en DE. Si je veux être éducateur sportif, je vais en BP. Voilà. Et évidemment, tous nos dispositifs, tous nos organismes de formation, dans le cahier des charges de l'habilitation, doivent justifier de la possibilité de recevoir des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Avec ma collègue qui est ici de la Dragesse. Oui. Alors, merci monsieur de la question, parce que ça va être justement la transition avec mes collègues qui vont intervenir après. La carte professionnelle, c'est le service départemental qui va s'occuper de toutes ces démarches, enfin de ces démarches qui va centraliser, et donc mes collègues vont faire une intervention spécifique là-dessus. Donc, pour l'obtenir, il faudra faire une déclaration pour être stagiaire de la formation professionnelle. Et après, quand vous serez diplômé, vous devrez à nouveau vous enregistrer. Comment? Alors, il faudra venir vers nous. La direction régionale, à ce jour, n'a pas de cartographie accessible sur le territoire parce que nous sommes en période de refonte des diplômes et donc il y a des organismes de formation qui sont identifiés, qui étaient identifiés, qui ne le sont plus, il y en a des nouveaux. Donc on est en train de mettre une cartographie. Donc si vous souhaitez connaître sur telle mention, quel organisme de formation peut vous proposer un certain type de diplôme, contactez-nous, vous allez avoir les coordonnées, venez nous voir à la fin et on vous donnera l'ensemble des organismes qui portent, mettons, une activité physique pour tous. Oui. Voilà. Donc, il y a le site du ministère, hein, avec ministère des Sports, vous tapez formation, vous allez accéder à la plateforme nationale forum où tous les organismes de formation sont enregistrés. Mais j'avoue effectivement qu'on n'est pas forcément très connu sur le territoire et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui on est là, pour vous donner aussi l'info de qui venir voir pour avoir ces infos-là. On fait le max pour que ça soit plus visible et visible. Merci à vous. Merci Valérie. Juste un complément pour répondre à votre question. La SDGS interviendra tout à l'heure pour la table ronde pour revenir sur l'histoire de la carte professionnelle. D'accord?
Donc, on va poursuivre, merci. On va poursuivre du coup derrière, donc on vous a parlé de métier d'éducateur sportif. La meilleure des façons pour que vous puissiez un peu mieux comprendre de quoi on parle, c'est de vous montrer à l'image ce qu'est un éducateur sportif, et ensuite ça sera suivi par l'intervention de Madame Goyardou, qui est salariée aussi, qui est éducatrice sportive depuis un certain nombre d'années, qui vous expliquera aussi de vive voix le métier. Dans le cadre de sa web-série consacrée au métier du sport et de l'animation, la Fédération nationale profession sport et loisirs vous présente le métier d'éducateur sportif polyvalent avec Erwan. Mon métier d'éducateur sportif polyvalent consiste à encadrer et animer des activités sportives auprès de publics variés et dans des structures très variées également. Donc ça peut aller pour le public depuis les enfants jusqu'aux seniors et pour les structures dans le secteur associatif, dans le secteur périscolaire et également dans les secteurs un petit peu plus institutionnels comme les communes ou le conseil général. En général, j'ai un emploi du temps régulier, le même chaque semaine en période scolaire et un petit peu différent en période hors scolaire, puisque toutes les structures ne ferment pas pendant les vacances. Il peut y avoir des amplitudes horaires assez fortes dans la journée, avec une concentration des heures en fin de journée, fin d'après-midi et soirée, début de soirée. Pour être plus concret, j'encadre des activités comme le roller pour les enfants le jeudi et vendredi après-midi, de la gymnastique d'entretien pour adultes le mardi et jeudi en soirée, et avec des seniors le lundi, mercredi, vendredi matin. L'été, je mets en place et j'encadre des activités pour les touristes dans une station balnéaire du secteur. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la variété des activités et des publics, l'autonomie et la liberté dans le travail. Cela évite de s'ennuyer, autant pour soi que pour le public. Mon rôle d'éducateur consiste à proposer des contenus adaptés selon l'activité et le public, que ce soit des apprentissages moteurs, de gestion du capital santé, d'amélioration du schéma corporel. Il faut être inventif pour amener de la variété dans les séances. Un bon éducateur doit être toujours de bonne humeur, avoir un bon relationnel, savoir s'adapter sans faire de concessions sur l'essentiel par rapport aux objectifs qu'on se fixe et être à l'écoute du public. Pour parler de l'évolution de carrière, je travaille actuellement un petit peu dans la formation professionnelle pour adultes depuis 3 ans. Je forme des animateurs sportifs. C'est un peu autre chose, mais c'est passionnant de transmettre ce que l'expérience nous a apporté. Et pour autant, je veux toujours garder un pied dans l'animation. Ça permet de garder un pied dans le terrain. C'est très, très important à mes yeux. Avec les temps d'activité périscolaire, je retrouve actuellement le public des jeunes qui correspond plus à ma formation initiale, après avoir travaillé de nombreuses années avec des adultes. En fait, c'est le public qui vous fait aimer le métier parce que les gens vous renvoient tellement de choses positives que c'est un vrai bonheur d'aller travailler chaque matin. Une première démonstration expérience de métier possible. Donc, on a vu l'éducateur polyvalent, vous avez vu. Vous pouvez aussi retrouver un certain nombre d'autres vidéos métiers sur le site de Profession Sport Animation Loisirs. Bon, on va attendre 2 secondes. Comme on est à l'international aussi, c'est pour ça qu'on a des questions internationales. Il me semblait bien que j'entendais quelque chose, mais bon. Je ne suis pas très bon en anglais, donc je n'ai pas tout compris. Donc, vous avez vu le métier d'éducateur polyvalent. Vous retrouverez tout un tas d'autres vidéos métiers donc, sur notre site internet professionsportloisirs.fr. Maintenant, on va faire venir Mme Goyardou, qui est aussi éducatrice sportive. Donc, comme vous le voyez, c'est un métier pour les hommes, mais c'est aussi un métier pour les femmes, sans difficulté, n'est-ce pas Corinne? Et donc, on va laisser Corinne vous donner son expérience d'éducatrice sportive. Bonjour. Oui, donc je suis éducatrice sportive, moitié fitness et fait de la forme depuis 25 ans à peu près. Donc, je voudrais vous donner quelques petits conseils une fois que vous aurez trouvé ou obtenu votre diplôme, pour trouver du travail, par exemple.
Il y a bien sûr France Travail, tous les sites d'offres d'emploi, dont le site de GESL pour trouver des emplois. Il y a aussi le bouche à oreille qui marche beaucoup. Quand vous aurez votre diplôme, vous serez à plusieurs dans votre promo. Restez en contact avec les autres. Parfois, on a un remplacement, on a besoin de quelqu'un, on peut appeler le copain de la promo. En fait, tu es libre à telle heure, il faut un remplacement. C'est aussi une façon de faire. Sachez aussi que sur Facebook, il y a des groupes de coachs sportifs. Nous, on a un coach sportif 31, par exemple, sur lequel on met des offres. C'est plus rapide. En fait, c'est plus. Ouais, quand on a besoin d'un remplacement, on est malade vite, on a besoin d'être remplacé le soir. Sur Facebook, c'est plus rapide de trouver quelqu'un pour nous remplacer. Donc, restez en contact, c'est très important. Vous allez faire des stages aussi. Donc, peut-être que l'association ou la structure dans laquelle vous aurez fait votre stage voudra vous garder ou vous rappellera de temps en temps parce qu'ils auront besoin de vous pour 1 heure, 2 heures. Voilà. Ça, c'est pour trouver du travail. Un autre conseil, c'est très rare d'avoir des temps complets en étant éducateur sportif. On travaille souvent 1 heure par-ci et 2 heures par-là, une matinée ailleurs. Donc, faites attention parce que vous avez beaucoup de déplacements à faire pour passer d'une structure à une autre. Comptez-le dans votre temps, dans votre planning. Il y a beaucoup d'embouteillages à Toulouse si vous habitez par ici, donc il faut en tenir compte. C'est bête comme remarque, mais il faut vraiment y penser. Et donc, pensez aussi, quand vous négocierez vos salaires, que pour travailler 1 heure, ça va vous prendre peut-être 2 heures, plus la préparation. Donc, vous allez être payé 1 heure, ne vous faites pas payer 1 heure au SMIC, parce que vous n'allez pas tenir longtemps comme ça et vous n'allez pas arriver à avoir un salaire correct. Si je me fais comprendre, oui, peut-être. De quoi je voulais vous parler aussi, vous avez plusieurs possibilités quand vous aurez votre diplôme, c'est soit d'être salarié de l'association, de la structure, soit d'être salarié de GESL, qui, eux, vous envoient vers d'autres associations pour lesquelles vous travaillerez. Mais ce sont eux qui vont vous payer. Vous pouvez aussi, bien sûr, monter votre auto-entreprise, votre entreprise, votre salle, votre... Enfin, moi, je connais plutôt le fitness, donc je ne peux pas trop vous orienter si vous faites du rugby, mais... De quoi je voulais vous parler? Oui, une fois que vous avez votre diplôme, vous pouvez aussi faire d'autres formations supplémentaires, payées ou pas payées. Ça dépend des formations. Sachez qu'on peut toujours s'améliorer, toujours se réorienter un petit peu. Par exemple, là, dans la vidéo, le collègue, il donne des cours de sport, mais aussi il est passé en formation pour les éducateurs sportifs. Donc, c'est une évolution, pourquoi pas. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire de petits trucs à penser quand vous aurez votre diplôme. Je serai là aussi tout à l'heure si vous avez besoin de moi. Merci Corinne. Donc vous voyez que une question. Oh oui, avec un BP, vous avez droit à faire un coach sportif, ce que vous n'avez pas le droit avec un CQP. Il faut le BP, ouais. Tout comme la musculation, il faut le BP, pas le CP. Merci Corinne. Du coup, donc vous avez vu un peu les différents métiers d'éducateurs sportifs possibles et l'organisation que ça demande, comme on vient de vous le dire. Effectivement, vous voyez qu'on peut travailler pour des publics différents, intervenir auprès de plusieurs structures différentes. C'est des bouts de temps qu'on a à droite, à gauche, donc c'est des cumuls. Donc essayez de réfléchir à ça aussi dans l'organisation que vous mettrez en œuvre plus tard dans votre emploi.
On va passer un peu à la deuxième partie de la matinée dans l'amphithéâtre par les tables rondes. Une première, donc je vais laisser la parole à Olivier Dulac qui va nous présenter ces tables rondes. Bien, on enchaîne. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Morel à la table ronde, Ophélie Lambert et Jules qui arrive de service d'engagement. Prenez place. Pas trop. Et voilà, on a souhaité faire une première table ronde sur un point qui est absolument fondamental pour aller au bout des projets de formation, que ce soit de la formation initiale ou de la reconversion. C'est un petit peu le modèle économique de votre projet, comment vous financez ces actions de formation et quelles sont les possibilités qui vous permettent de rentrer en formation et de vivre au mieux cette séquence qui, même si on est sur de la formation courte, dure quand même quelques mois. Un grand merci à tous les trois de vous prêter à cette table ronde. Et puis pour commencer, on va vous inviter à vous présenter. Ophélie ? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ophélie Lambert. Je travaille à la région Occitanie et je travaille plus spécifiquement. Et la direction de la formation de la région, elle a pour mission de financer la formation des demandeurs d'emploi. Voilà, donc je vois beaucoup de têtes assez jeunes ici, mais il y a aussi, je suis sûre, des demandeurs d'emploi. On s'adresse plutôt à la deuxième carrière. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, Jules Jimenez, je suis professeur de sport au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport de la Haute-Garonne. Donc en fait, c'est le service déconcentré du ministère des Sports à l'échelle départementale. Et comme son nom l'indique, on est constitué en 3 pôles. Et pour être assez bref, donc sur le pôle sport, en fait, nos missions sont réparties en 2 grands volets. Donc il y a un volet qui est plus régalien, avec tout ce qui est du coup la délivrance des cartes professionnelles, le contrôle des structures, donc d'activités physiques et sportives, aussi bien sur le modèle associatif que commercial. Et enfin, on mène et ensuite, il y a un volet qui est plus développement, qui passe surtout via les subventions, soit sur des crédits ministériels, soit notamment via la campagne de l'Agence nationale du sport, qui est AML. En fait, si vous voulez, on finance des projets donc aussi bien sur le volet de l'emploi que sur le volet de projet de développement de structure, ou encore sur les services sportifs fondamentaux, qui touchent au savoir au lato, les anciens pratiques et le mode formation. Bon, déjà, je me suis présenté au début, donc, mais là, je suis plutôt là au titre du groupe d'employeurs sport loisirs, KPM. Donc, le groupe d'employeurs, c'est une association qui embauche du personnel, des éducateurs sportifs et des animateurs socio-culturels, donc on est sur les 2 volets, mais on embauche des éducateurs sportifs et qu'on remet à disposition dans des collectivités, associations et comités d'entreprise. Donc, on a aujourd'hui à peu près 200 salariés qui interviennent tout au long de l'année dans diverses structures du département de la Haute-Garonne. Pour rentrer dans la table ronde, je vais garder le micro, on va évoquer les formations des éducateurs sportifs, de jeunes, mais il y a multiples possibilités pour rentrer dans le champ des métiers du sport, et en fonction des profils, puisque tu peux nous dire des différents profils qui peuvent être concernés. Alors là, aujourd'hui, on a différents profils, puisqu'on a des jeunes, des moins jeunes, des gens en reconversion. Donc on l'a vu déjà ce matin. Aujourd'hui, pour travailler par exemple en tant qu'éducateur sportif, de toute façon, vous avez compris qu'il fallait un diplôme professionnel. Et donc, il a été jeune depuis longtemps, il faut aussi une carte professionnelle, et donc il faut un diplôme. Donc, pour avoir le diplôme, si on est dans les plus jeunes, on va dire, on a les cursus classiques qui vous ont été présentés là. On a aussi l'éducation nationale, puisqu'aujourd'hui, on a une filière sport par le biais de l'éducation nationale. Donc, quand on est moins de 18 ans, on peut commencer par là. Ensuite, vous pouvez évidemment, on le verra sur la seconde table ronde, vous pouvez aussi être déjà devenir salarié dès le début, sans formation, sans diplôme, par le biais de l'alternance. Donc à ce moment-là, vous pouvez même devenir chez nous. Nous, on peut vous embaucher avec un contrat d'alternance qui vous met à disposition d'une structure pour se passer votre diplôme. Donc à ce moment-là, vous êtes en cours d'apprentissage.
de la même manière. Et après, si, dans les catégories-là, si on a aussi des personnes qui ont eu une autre vie avant, un autre métier, et qui ont envie de se reconvertir dans les métiers du sport, quel que soit, alors on a parlé d'éducateur sportif, on a parlé aussi de plein d'autres métiers, il y a aussi une possibilité de faire de la reconversion. La reconversion, elle peut être de deux manières. La première, elle peut être que si vous avez une certaine expérience en tant que bénévole, que maintenant dans l'année, mais peut-être que vous pouvez valoriser cette expérience-là par le biais de la validation des acquis d'expérience, la VAE qu'on appelle, avec le dispositif de prise en charge qui vient de varier, je parle en détail là, mais du coup, ça peut se faire de manière individuelle, et alors là, il faut voir les financements de la formation et éventuellement de la rémunération. Mais vous pouvez aussi être de la même façon salarié, puisque vous pouvez rentrer dans une structure par exemple comme la nôtre, enfin un contrat de professionnalisation. Donc avec vous n'avez pas de diplôme et vous avez un contrat de salarié pour passer le diplôme aussi, comme le contrat d'apprentissage, c'est la même dispositif. Et la dernière chose, c'est aussi, si vous êtes déjà encore en salarié par ailleurs, vous avez un dispositif qui s'appelle Transition Pro, qui vous permet aussi, en tant que salarié, même si vous êtes dans un autre secteur d'activité, à condition d'avoir réalisé votre projet professionnel, etc., de passer par le dispositif Transition Pro qui vous permettra et de financer la formation et de financer votre rémunération pendant le temps de votre formation. Voilà. Grosso modo, tous les dispositifs possibles pour entrer dans les métiers. Alors, une question dans la salle. La formation de production, le congé de pouvoir de formation professionnelle, ouvert au privé et au public. Alors, c'est ouvert au privé et au public, effectivement. Alors, mon conseil, c'est d'aller sur le site internet de Transition Pro pardon, et vous retrouverez sur votre site ami qui vous explique tout le dispositif, comment ça fonctionne le financement, à qui ça s'adresse, etc. Vous avez vu dans la réponse courte, en quelques minutes, sur l'étendue des financements, ça valide la deuxième partie de notre séquence où vous pourrez, en fonction de vos profils, aussi venir interpeller chacun des acteurs pour avoir des précisions un peu plus détaillées au regard de vos profils spécifiques. Ophélie, je me tourne vers toi si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les compétences de la région en matière de formation professionnelle d'une part, et puis je sais que ça annonce un nouveau plan de formation des demandeurs d'emploi, si tu peux nous en dire un petit mot. Alors effectivement, donc la région, elle, son travail, c'est de financer la formation des demandeurs d'emploi. Pour pouvoir bénéficier du financement de sa formation, il faut être demandeur d'emploi, inscrit à France Travail. Mais elle ne se contente pas de financer des formations, elle va accompagner le demandeur d'emploi dans tout son parcours. Donc on a parlé par exemple, de s'informer sur les métiers, la région intervient. L'augmentation, on pourra y venir, la région intervient. La définition de son projet professionnel, on en a parlé précédemment, la région a aussi un dispositif qui peut nous permettre d'avancer dans ce sujet-là. Ensuite, elle intervient sur le pendant. Ensuite, le pendant, c'est financer la formation, voire une rémunération qui peut nous permettre de venir abondant dans la formation. Des formations professionnelles, hein. On n'est pas dans l'apprentissage, on n'est pas dans la formation initiale, donc on n'est ni étudiant, on n'est pas apprenti, on n'est pas scolaire, on est stagiaire de la formation professionnelle. C'est ça le statut quand on est financé par la région. Et l'après aussi, parce que les poursuites de parcours peuvent aussi être financées par la région, avec aussi le financement de parcours dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, on intervient vraiment dans toute la durée, une fois qu'on sort de la formation initiale, au collège, au lycée, et ben, on peut bénéficier du financement de formation. Jules, peut-être côté SDJES, donc service de l'État, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi vous avez une action spécifique, hein, tu l'as déjà évoqué dans ta présentation, mais rentrer un peu dans le détail de l'action du SDJES en formation professionnelle. Sur la mobilisation, notamment sur ces formations professionnelles, ça passe beaucoup par le volet régalien. On fait de l'information, de la sensibilisation, c'est-à-dire que dans tous les diplômes, donc le jeunesse et sport, vous le passez sous un format d'alternance, c'est-à-dire qu'il y a des heures ensemble pendant l'organisme de formation, mais il y a également des heures en structure, en fait sur le terrain, en face-à-face pédagogique. Et ça, quand vous êtes stagiaire, du coup, en face-à-face pédagogique, vous avez l'obligation d'avoir une attestation de stagiaire. Et donc cette attestation de stagiaire, en fait, elle permet notamment de contrôler l'honorabilité des jeunes qui sont en formation. Par honorabilité, on entend quoi? En fait, si vous voulez, c'est le code du sport, c'est dedans,
que pour être en face à face avec la DG, il ne faut pas avoir de condamnation inscrite au casier judiciaire ou sur le fichier des infractions sexuelles rapides qui soit incapacitant. Donc, vous pouvez rentrer en formation parce que la formation, c'est un droit. Par contre, sans cette attestation de stagiaire, il n'y a pas de mise en situation professionnelle. Sans mise en situation professionnelle, il n'y a pas de diplôme. Donc nous, c'est quelque chose que nous faisons hein, quand on contrôle les établissements. On s'assure que les stagiaires soient à jour dans leur déclaration et on en profite également pour faire de la sensibilisation de la population auprès des structures. Une fois que vous êtes diplômé, il y a la deuxième qui intervient, donc c'est les cartes professionnelles. Une fois que vous avez votre diplôme, l'État vous demande de carte professionnelle à concret du SDJS de l'université. Et la carte professionnelle, du coup, elle comprend deux volets. D'une part, il y a le diplôme, et dans un second temps, il y a également le contrôle de l'honorabilité. Et une fois que vous avez cette carte professionnelle, du coup, vous pouvez encadrer contre rémunération. Je tiens seulement à souligner que c'est pas parce qu'on a une carte professionnelle qu'on va encadrer tout et n'importe quoi. Il faut vraiment qu'on reste dans le cadre de ces prérogatives qui est lié au diplôme que vous avez passé. Merci Jules. Peut-être revenir vers toi Yannick et revenir un peu sur les plans de financement pour essayer de se donner quelques conseils de points de vigilance quand on monte un plan de financement, quand on se lance dans un projet pour devenir éducateur sportif, entraîneur, à quoi il faut être vigilant. Alors, vous l'avez expliqué aussi, hein, quand pareil, les intervenants vous l'ont expliqué, la formation, on vous dit qu'elle est gratuite, mais en réalité, si ce n'est pas vous qui la payez, c'est qu'elle est financée par autre chose, ou par la région, on l'a vu, ou par le plan de financement de l'entreprise, etc. etc. Donc aujourd'hui, la première des choses, quand vous êtes dans votre projet professionnel, dans le financement de votre formation, c'est de vous assurer que votre formation est en charge en totalité et qu'il n'y a pas de reste à charge. Ou s'il y a un reste à charge, vous êtes en capacité de l'assumer. Ça, c'est la première des choses. La formation ne coûte pas excessivement cher, mais il y a peut-être une combinaison de différents dispositifs à mettre en œuvre pour pouvoir la financer en totalité. Ensuite, par ailleurs, si vous êtes déjà salarié et que vous êtes en reconversion, l'objectif c'est aussi peut-être de garder ou votre salaire ou le financement de certaines rémunérations. Dans le cadre de votre formation, puisque vous avez fait des formations, notamment avec les PGF, etc., durent en tout cas de 9 à 24 mois, donc ça peut être un petit peu long, et durant ce temps, il faut que vous puissiez quand même continuer à vivre. Donc attention à ça, c'est important. Quand je dis ça, il y a la partie rémunération, mais il y a aussi la partie fairness. Parce que votre formation n'aura peut-être pas lieu sur Toulouse. Si vous habitez sur Toulouse et votre formation dans les régions de Toulouse, il faut prendre en compte les trajets, les déplacements, voire les hébergements, parce que les formations, vous allez peut-être passer une semaine sur le site et vous devrez vous héberger aussi. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte, et avec les organismes qui travaillent sur le financement des frais annexes sur l'appel. Donc attention à ça, ne pas négliger ce cas-là. La dernière chose aussi, l'organisation de votre formation, de votre temps de formation. Attention, parce que les temps de formation peuvent être longs, et ils peuvent être, si vous êtes salarié et que vous passez par un dispositif dans le cadre de salarié, il peut y avoir un temps de formation pendant le temps de travail, mais aussi pendant le travail. Là-dessus, il peut y avoir une limite à votre capacité à être financé hors temps de travail. Donc ça, c'est important dans tous les cas. Dernière chose, je dirais là, si vous êtes par exemple salarié de au GESL, nous, si vous souhaitez vous former pour être salarié chez nous, on s'occupera de votre plan de formation. On discutera avec vous pour organiser la formation pendant votre temps de travail, pour la prise en charge de votre formation, et on validera votre formation ensemble. Voilà. Donc ça, c'est valable chez nous, c'est valable pour tous les employeurs qui vont être dans la branche. Parce que, comme vous l'avez découvert tout à l'heure, le métier d'éducateur sportif, c'est pas du monde diplôme, j'en reste là, toute la vie. L'idée, c'est que vous ayez des évolutions tout au long de la vie, en plaçant des modules complémentaires et continuer à être formé tout au long de la vie pour pouvoir continuer à travailler de manière professionnelle. Merci Yannick. Alors, je rebondis sur un de tes propos pour bien être qu'on soit tous au clair sur le fait que la gratuité n'existe pas. On peut se dire l'école est gratuite. Non, l'école n'est pas gratuite. Un lycéen coûte à la nation 8 000 € à peu près par an. Sauf que c'est financé dans le cadre des impôts que nous payons tous les uns et les autres. Donc toutes les formations sont payantes,
évidemment, et tout travail mérite salaire. Et donc, ensuite, c'est quelle voie de financement on peut trouver pour finalement accéder au plus facilement à ces formations. Ophélie, peut-être au-delà justement de la prise en charge directe des frais de formation, est-ce qu'il y a des aides particulières de la région pour accompagner finalement l'à côté? Oui, alors sur le financement de la formation, déjà il y a une information importante, c'est que la région finance l'intégralité des frais pédagogiques. C'est-à-dire que si votre formation est prise en charge, vous n'avez rien à débourser pour votre formation. C'est extrêmement important à voir. La deuxième chose, c'est que, évidemment, je l'ai dit un petit peu, mais quand on est en formation, il faut bien continuer à vivre. Un BPGEPS, c'est long. Et donc, la région, elle peut vous proposer dans certains cas, pas pour tout. C'est à la discrétion de l'organisme de formation qui vous accueille, une rémunération pendant la durée de votre formation, selon un barème. Vous trouvez toutes les informations, c'est très transparent sur les réglementations de la rémunération, c'est-à-dire la formation sur le site de la région. Donc, voilà, vous pouvez bénéficier dans certaines conditions, en fonction du niveau du diplôme que vous préparez, d'une rémunération en plus de la prise en charge de vos frais pédagogiques, donc de votre formation. Et puis, le troisième point, la région elle a aussi à cœur d'essayer de vous souvenir autant de faire se peut sur tous les à côté. Et un des à côté qu'on peut tout savoir, un jour, c'est l'enfant. Et donc, ça peut être un vrai frein à l'entrée en formation ou au maintien en formation. Et donc, la région elle vous accompagne sur ce volet-là. Donc, ça ne pas, ça ne va pas être. Voilà, on sait que la perte d'enfants, c'est extrêmement coûteux. Mais pour les personnes qui rentrent dans les formations financées par la région, elles peuvent bénéficier, si elles ont un enfant de moins de 10 ans, ou 3 ou 4. D'une aide qui va être une aide unique de 250 €. Donc, ça va être une fois une en charge pour vous accompagner dans cette démarche de reprise de formation. Et c'est possible, et ça c'est quand même important à savoir, pour les reprises d'emploi. Voilà. Donc, si vous reprenez un emploi, vous avez le droit aussi d'aller demander cette aide au soutien à la garde d'enfants et de la région. Voilà. Merci beaucoup, Ophélie. Je me tourne vers Jules et les services de l'État. Est-ce qu'il y a des aides possibles qu'on peut solliciter auprès du SDJES? Oui, alors, il y a des aides possibles. Il y a un dispositif, qui s'appelle le dispositif CEDAM. Donc, CEDAM, ça permet en fait, à des jeunes de 16 à 25 ans d'entrer, de participer au financement des formations jeunesse et sport, donc type BPGEPS, PES, mais également des formations SSA ou FACPA. Pour les jeunes qui rencontrent des difficultés dans le financement ou des difficultés liées au financement à l'extérieur. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut répondre à un certain nombre de critères. Donc, ça peut être des critères géographiques, par exemple, résidence en QPV, le quartier politique de la ville ou en TDR, ou zone de localisation rurale. Ça peut être aussi lié à des critères sociaux et annexes. Nous, on intervient sur deux types de financement. Soit le service prend en charge une partie des frais pédagogiques, c'est pas l'entièreté, mais c'est une partie. Soit on prend en charge une partie des frais annexes liés à cette formation. Donc l'hébergement ou les frais kilométriques. Le lieu de sport, le lieu de formation est assez loin du lieu d'éducation. Concrètement, comment ça se passe? Donc, ça peut être une personne qui nous contacte directement, qui se trouve en difficulté pour entrer en formation, pour poursuivre sa formation. Le salarié de l'organisme de formation nous contacte directement, parfois les parents. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on entend du coup avec la personne pour parler des professionnels, d'identifier aussi les fins. Et à partir de là, il y a deux chemins possibles. Soit la personne éligible et le service possède encore des crédits. Dans ce cas-là, on met en place un plan de financement qui est le plus adapté possible à la situation et à la problématique de la personne. Et dans notre cas, si la personne n'est pas éligible, dans ce cas-là, on parle quand même du projet, on essaie d'identifier dans le projet soit d'autres financements possibles, soit des partenaires qui pour rediriger la personne. Merci. Gardez le micro et on va clôturer cette première table ronde peut-être avec 30 secondes pour le ou les deux conseils que vous donneriez chacun à
à nos spectateurs sur le montage, le financement de leur formation. Alors, moi, je dirais qu'il y a 3 étapes. La première, c'est de bien définir son projet professionnel, c'est-à-dire avec dans quel cadre on veut exercer, avec quel type de public, sur quelle mission. À partir de là, c'est public un travail justement d'aller sur le terrain, justement, je pense que c'est essentiel d'échanger avec les professionnels, de voir l'idée du métier que le peut avoir en tête, entre guillemets, c'est comment ça se passe réellement, concrètement sur le terrain. Et enfin, c'est d'identifier du coup les partenaires qui existent et ne pas hésiter à les solliciter parce que du coup, on aura tout ça pour bénéficier de l'accompagnement. Merci Jules. Ophélie? Moi, j'allais dire pareil, mais bon, du coup, je vais dire, n'hésitez pas à pousser la porte de la maison de l'orientation de la région, qui est là pour aider tous les publics, quel que soit leur âge, qu'ils soient mineurs ou majeurs, en reconversion, en formation initiale, pour aider à faire son chemin sur ce projet professionnel. Voilà. Merci. La place la pire, c'est le dernier. Tous les conseils ont été donnés, donc Yannick. Donc voilà, tout a été dit. Je ne sais pas pourquoi de plus, juste pour finir, effectivement, vous voyez, il existe de multiples dispositifs d'aide, d'accompagnement, de renseignement, d'information. Donc il faut aller chercher l'information pour bien comprendre ce qui va se passer. Et ça prend du temps, par contre, donc ça s'organise. Si vous voulez rentrer en formation, dans une formation de rentrée en septembre, on ne s'y prend pas au mois d'août. On s'y prend 6, 8 mois, voire un peu plus. Donc voilà, c'est sur du tableau. Donc organisez-vous pour être prêt pour rentrer en formation à la date de prévue. Merci à tous les trois. Je rajouterai juste un conseil, et avant de vous donner la parole, monsieur, juste un conseil qui est le conseil suivant. Vous l'avez vu au vu de la multiplicité des possibilités. Il n'existe pas une solution, il existe une solution qui est adaptée à chacun d'entre vous. Donc profitez du temps 2 et vous retrouverez Jules, Ophélie et Yannick dans les stands où vous pourrez les questionner directement sur votre situation et la meilleure des voies pour accéder à votre projet. Monsieur. Dans le cadre d'un salarié liquidé qui est vraiment pour CPF, est-ce qu'il peut se faire rembourser une partie de la formation par Occitanie s'il a déjà engagé son CPF? Alors, le bon côté que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est zéro reste à charge pour le stagiaire de la formation professionnelle. Le revers de la médaille, c'est que l'on ne fait pas tout le financement. C'est-à-dire qu'on ne complète pas le CPF. Voilà, on paye tout. Voilà. Voilà, ça c'est la réponse dans le cadre de la région. Marion qui va pouvoir venir sur notre table ronde. Merci à tous les trois. On va appeler la deuxième table ronde. Dans le cadre d'autres projets de financement, il nous arrive de faire du multifinancement. Donc d'avoir du CPF et d'avoir d'autres sources de financement qui peuvent être complétées pour voir de l'autofinancement pour répondre à l'ensemble des exigences de financement. Donc Ludovic qui nous rejoint, Clémence et Marion. Et merci à tous les trois. Et on va enchaîner sur cette dernière table ronde de la matinée pour essayer de questionner ensemble, finalement, les meilleures voies d'accès à la formation. On a parlé du financement, mais peut-être se dire maintenant comment est-ce qu'on peut accéder à ces dispositifs de formation le plus efficacement. Valérie a présenté le panorama, 40 CFA, 130 organismes de formation. Les collègues nous disent, mais où sont, voilà, comment on fait pour y aller? Donc, je vais vous inviter pour commencer à vous présenter. Est-ce que Clémence, tu veux bien te présenter? Hop. Si vous n'avez pas le micro, on se passe le bâton. Hein. Oui, je suis chargée de projet de communication en CFA Sport Animation Occitanie. Donc, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On est donc un CFA hors organisation sur la région Occitanie, avec un 40 organismes de formation par professionnels, comme la région. Et donc, comme vous dit, la volet de test tout à l'heure, nous, on propose des diplômes Jules et ses sports. Et on propose aussi des diplômes professionnels et des diplômes professionnels, ce qui permet en fait aux jeunes d'avoir un peu parcours de formation et faire un peu de partie de pouvoir accéder leur formation avec des voies complémentaires, des voies de charge de développement de solutions. Voilà. Et après, une formation d'apprentissage, c'est à l'extension des jeunes entre 16 et 22 ans. Après, il y a des cas de reposants et d'âge pour les restants. On va y revenir. Merci. Ludovic. Bonjour. Alors,
professeur d'éducation physique et sportive, on a enseigné pendant de nombreuses années en collège lycée, et actuellement, on enseigne en stage depuis une dizaine d'années. Et tout ça, on enseigne plein d'activités, notamment l'activité de finesse et de natation, particulièrement. Je suis en charge de l'organisation, je suis responsable de la liaison entre le lycée et l'université. Donc, j'organise par exemple des journées comme celle des journées portes ouvertes. Je vais partir avec le monde aujourd'hui pour voir un petit peu l'intéressant. Merci Ludovic et Mario. Bonjour, mon nom, moi je travaille au École de 12 au service de formation avec les élèves, donc sur la mission une taxe organiser cette formation. Merci, on va peut-être passer la parole à Ludovic et avec peut-être une première question. On a beaucoup parlé des diplômes jeunesse et sport, des BPJEPS et des EJEPS. Est-ce qu'il y a un profil plutôt particulier qui aurait vocation à se diriger vers les STAPS ou plutôt vers les BP? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, pour un STAPS, déjà, effectivement, il faut le baccalauréat. Ça fait une distinction obligatoire. Et puis, l'intérêt se fait via Parcoursup. Alors, sur Parcoursup, il y a le cheminement, donc avec des dossiers à renseigner. Et quand il y a le demande il y a pour faire l'attaque, effectivement, ce sont les meilleurs dossiers qui sont bien avant. Puisqu'on reçoit à peu près 600 étudiants en première année, dans le cas de 800, donc les blancs, c'est un genre. On a à peu près 800 étudiants en main-d'œuvre, et puis en N2, on en perd un entier. Donc, c'est vrai que les étudiants doivent se préparer à embrasser donc, les études universitaires qui ne sont pas simples parce qu'elles nécessitent de la méthodologie, de la rigueur, de l'autonomie dans le travail. Donc, il y a vraiment une distinction entre le travail au lycée et le travail qu'on peut fournir à l'université. C'est la différence souvent de la capacité d'accès au travail et la volonté d'y arriver. Donc, c'est quand même un parcours qui est assez efficace, mais difficile, mais qui est tout à fait accessible à des lycéens qui ont de bonnes notes, qui fonctionnent correctement. Il y a d'autres dispositifs, on va en revenir un peu plus tard, mais il y a des formations qui sont à la fois BPJEPS et STAPS. Donc, ça, c'est une année particulière où, en fait, l'étudiant va valider en 2 ans, c'est pas une année, c'est 2 ans, à la fois un BPJEPS, APT, activité physique pour tous, et une première année de stage. Donc ça, c'est une voie qui permet de rentrer progressivement aussi dans les études, à l'université, et c'est plus progressif donc, pour la suite. Oui, merci. Et le dernier dispositif dont tu viens de parler est un dispositif unique en France qui existe en région Occitanie et qui nécessite, par contre, étant donné qu'il y a une entrée en licence, d'obtenir le bac jusqu'à y compris pour pouvoir s'inscrire dans ce cursus-là et donc pour pouvoir s'engager dans un BPJEPS parce qu'il y a cette inscription en licence, cette double inscription, absolument. Peut-être Marion, une question. Juste pour une anecdote, c'est un bon guide pour un élève qui est intéressé par le si la BPJEPS, répétez de là, et comment on accède. Alors, cette double inscription, en fait, elle se fait à la fois sur Parcoursup. Donc, il faut renseigner les différents éléments qui sont demandés sur Parcoursup, les pièces justificatives qui sont demandées. Et puis, il y a une inscription aussi à faire à la découverte, je fais des preuves sportives. Pour accéder à cette formation au sein d'une quinzaine d'étudiants. Marion, peut-être tu peux nous en dire un petit mot? C'est une formation qui est en partenariat en France, en partenariat entre l'université et le club de Toulouse, qui permet de valider, comme tu le disais, en 2 ans à la fois la première année de stage et de passer le BP GES, qui est une initiative physique partie pour tous. Et donc, pour pouvoir rentrer dans cette formation, il faut les sélections qui sont bien fait par 16 maximum. Et les prérequis sont les prérequis du BPJEPS. En plus, c'est sur celui de l'université d'avoir le bac. Parce qu'il y a la question. Oui, parce que c'est uniquement Parcoursup. Du coup, pouvoir être classé, avoir le classement dans Parcoursup et avoir toute la caresse,
pour avoir en effet tous les prérequis du BPGEPS. C'est vrai que là, c'est important pour aussi venir s'intégrer au BPGEPS et donc la commission d'examen prévue par ensemble avec l'université pour réussir à déterminer les profils de la personne On pourra revenir sur cette formation spécifique peut-être dans le temps 2, mais pour faire très court, vous avez 80% de la formation BPGEPS la première année, 20% d'université, et l'année suivante, c'est l'inverse, 80% d'université, on finalise le BPGEPS, et au terme des 2 ans, normalement, le jeune a validé sa L1 et a validé son BPGEPS avec toutes les contraintes de chacun des 2 diplômes. Et donc, comme le disait Ludovic, une entrée, on va dire, plus progressive dans le cadre de l'université. Marion, je reste avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu des profils plutôt que vous accueillez au sein du CREPS, et après nous passerons au CFA. Alors, les profils sont assez diversifiés. C'est des jeunes comme des moins jeunes. En fait, comme c'est validé sur le diplôme jeunesse et sport, en formation à partir de 16 ans. Et aussi des personnes en situation d'emploi ou de demandeurs d'emploi du secteur salarié, du secteur privé, en reconversion professionnelle. Qui est assez ouvert. En fait, il n'y a pas de diplôme à l'entrée. Il y a des prérequis pour entrer en formation. Pas de diplôme exigé. Clémence, depuis 2017, l'apprentissage explose. Objectif présidentiel, 1 million d'apprentis. Quels en sont les intérêts? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, finalement, pourquoi c'est intéressant de se diriger par la voie de l'apprentissage? Alors oui, effectivement, ça, il y a un fort développement de l'apprentissage ces dernières années. Nous, c'est vrai que cette année, on a représenté les voies d'excellence de l'emploi parce que l'apprentissage, c'est d'abord une formation professionnalisante. C'est-à-dire que vous allez avoir des apports théoriques mais aussi des pratiques qui vont vous permettre de grandir en fait dans votre futur métier et qui est un aspect essentiel, notamment dans les métiers du sport. Donc, ce qui permet d'avoir des jeunes qui ont des bons réflexes professionnels, des bonnes connaissances, la connaissance du terrain, et qui sont bien préparés à pouvoir rentrer sur le marché de l'emploi. Ensuite, en tant qu'apprenti, ce que vous déclarez aussi, c'est que vous êtes salarié d'une structure. Donc, vous faites partie d'une structure, vous encadrez du public, vous accompagnez aussi par l'apprentissage. Et du coup, vous allez aussi prendre le temps à les entreprises, développer le réseau, sur les équipes tout à l'heure, ce qui est très important, et pouvoir aussi développer vos capacités relationnelles, s'exprimer de plus sur dans le milieu professionnel maritime. Et enfin, la guerre avec l'aspect financier, parce que en tant qu'apprenti salarié, mais c'est personne de la rémunération, les bases sur le barème, tous les mois, et votre formation est prise en charge par l'opérateur de compétences. Pour la plupart d'entre vous, c'est en formation, ça devrait être à la place. Actuellement, aujourd'hui. Donc, voilà, il n'y a pas de notre formation de charge, après, il y a des stabilisations là, on est dit tout à l'heure, qui peuvent être paralysés par rapport à des placements, à logement, il n'y a pas de formation. Merci Clémence. Peut-être revenir vers Marion. Yannick a évoqué tout à l'heure, et il y a des collègues de l'Éducation nationale dans la salle, est-ce qu'il est possible de se former au métier du sport au sein de l'Éducation nationale? Donc, au sein des lycées professionnels, il y a la possibilité, il y a certains secteurs nationaux, c'est pas que les certificats de validation encadrement secteur sportif, qui donnent, sont en train donnent les progressifs du BPGEPS. Là, le diplôme qui permet d'exercer en tant qu'éducateur sportif. Ludovic, peut-être, est-ce que tu peux nous dire s'il existe des passerelles finalement entre les différentes formations, entre la licence, le BP? Comment est-ce que tout ça, on parlait de jeunes qui ont fait un double diplôme. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des possibilités de faire valoir ces compétences d'un côté et de l'autre? Alors, des passerelles, il y en a, on essaie de les développer. Alors, les gens qui sont passés par le BPGEPS pour ensuite venir en stage ont quand même à passer le cap d'une forme de sélection. Hein, les chefs de département qui vont apprécier, donc dans le département, on va ça, c'est bien. Il y a un aussi. Il y a une personne motivée pour devenir prof de PS. Il y a APAS
travailler plutôt dans le domaine de la qualité physique, réservé aux personnes vieillissantes ou en difficulté, le moteur, l'année dernière, et le management du sport. Voilà. Donc, en fait, les passerelles, elles sont envisageables, mais c'est la responsabilité de ça revient au chef de département, sous la concertation des différents aussi. Voilà. Alors, un stade, on va en parler également, il y a aussi des passerelles de plus en plus ça peut être aussi utilisé, ça est devenu un tremplin aussi pour utiliser les flux de thérapie. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui rentrent en première année, sur le total de 80 kinés, étudiants en formation de kiné, il y en a 20 qui sont réservés aux Toulousains, TAS. Donc, on a 4 groupes d'été qui fonctionnent en première année de stage, qui vont se destiner donc, à ces études-là. Et puis il y a aussi des passerelles vers la médecine, puisqu'il y a des centres d'accès étrangers aussi, donc les étudiants qui rentrent en stage pour rejoindre un parcours d'études en médecine et on a une dizaine chaque année. Merci. Marion, peut-être dans l'autre sens, des étudiants de l'université qui arriveraient en BP ou en DE, est-ce qu'il y a des possibilités, des passerelles, des allègements, des dispenses? Pas forcément d'équivalence, en tout cas, au moment de rentrer en formation, je fais des sports, comme ça, il y a un positionnement qui est fait, qui permet d'avoir un management individualisé et de tenir compte de ce que vous avez suivi comme formation éventuellement de votre expérience, pouvoir vous alléger les contenus de formation. Ce qui ne sera pas allégé, en revanche, c'est de passer des épreuves de certification, pouvoir valider tout comme. Je vais revenir vers toi, Clémence, si tu veux bien. Et peut-être tu as commencé à évoquer les frais annexes. Est-ce que tu peux nous dire aussi en quoi le CFA peut accompagner les futurs apprentis? Et puis, est-ce que c'est finalement compliqué de trouver un apprentissage dans le champ du sport quand on veut devenir éducateur sportif et en faire son métier? Alors, le CFA, on va notamment accompagner sur tout le cadre des tâches de contrat d'apprentissage, sur aussi toutes les informations que sur notre site, on met à disposition de plein d'outils pour pouvoir trouver d'autres questions employeurs. On a notamment développé aussi un quiz de l'apprentissage qui est un salon financé par la région de la DAS. Qui permet en fait de développer l'apprentissage de formation, mais aussi de faire le point sur les techniques de recherche d'emploi. Vous avez besoin de voir ça. Après, il y a un travail qui est fait par tous les organismes de formation partenaires, dans le cadre de Toulouse, qui sont en fait plus à même de par leur proximité géographique, avec des potentiels employeurs, des structures qui sont à même d'accueillir les futurs apprentis. Après, est-ce que c'est facile de se convaincre? Ça dépend du type d'homme préparé, ça dépend du territoire, ça dépend de la saisonnalité, ce qui peut être assez important pour les grands. Après, les conseils qu'on donne le plus souvent, c'est d'avoir vraiment connaissance du coup, on va représenter dans le champ de bas les offres employeurs, c'est-à-dire de savoir à peu près quel salaire vous pouvez prétendre. Ça, tout est dit soit sur notre site internet, soit tout simplement sur notre site gouvernement également. Voilà, pour l'employeur un petit peu une idée. Et après aussi, c'est de valider à se tourner par le salaire dans les groupements d'employeurs qui sont des solutions déjà pour les employeurs qui sont très intéressantes, les mutualisations c'est plus intéressant. Et nous, on peut notamment se regarder sur un BPGEPS avec activité physique pour tous, une activité sportive. C'est très intéressant en ingénieur parce qu'en fait, vous allez pouvoir avoir variété de public et de terrain sur lequel vous allez longtemps. Merci Clément. Je vais te proposer de garder le micro pour la conclusion. On va passer à la dernière question. Ophélie a évoqué tout à l'heure le statut quand on est financé par la région, qui est le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Toi, tu as évoqué le statut de l'apprentissage, qui est un statut de salarié. Peut-être à nos trois intervenants, quelles sont les contraintes, finalement, les règles à respecter, les contraintes qui s'imposent? Est-ce qu'on a les mêmes règles, les mêmes contraintes quand on est salarié que quand on est stagiaire de la formation professionnelle? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? On voudrait que quand on est apprenti, on a ce casquette de salarié en formation. On partage tout part pour respecter en tant que salarié, tout d'abord les règles du travail, du sport, voilà, qui s'appliquent. Et après aussi les règles de l'entreprise. Voilà, c'est l'entreprise dans laquelle vous allez monter, l'association a
Et après, une autre part, parce que il y a le règlement de l'organisation de formation qui l'accueil, et aussi celui du CLA. Après, il insiste vraiment sur le point très important, la sécurité. Donc là, vous avez compris pourquoi par rapport notamment avec l'histoire de la professionnelle, mais aussi de toute façon, vous accueillez du public en tant qu'utilisateur, animateur, et c'est le fait d'avoir un organisation professionnelle responsable, parce que ces gens sont là pour responsabilité. Et en fait, c'est la sécurité, parce que moi, en tant que si vous êtes rémunéré pour votre temps de travail, donc votre temps en formation, votre temps en structure, et donc toute absence pour en formation doit être justifiée d'un arrêt de travail, d'une action de service de l'État, d'une organisation de service de l'administration. Merci beaucoup, Clémence. Ludovic, des contraintes particulières, qu'on a déjà évoquées quelques-unes, liées à la formation universitaire. Alors, oui, la mobilité, c'est un profil pour la commission pour l'apprentissage, vraiment, vers deux filières, comme le c'est la banque, c'est la banque, c'est des formations qui se font exclusivement par les conseils, avec la charge une semaine à l'université et une semaine à l'entreprise. Donc, le gars s'adresse à des étudiants entre le bac et la licence pro. Par contre, il nécessite d'avoir pas plus de pour s'inscrire. Voilà. Et de plus en plus aussi, les licences s'ouvrent, les droits s'ouvrent à l'apprentissage réglementaire. Donc, on retrouve des contraintes un petit peu comparables. La plupart des étudiants, ces semaines de formation ne travaillent pas par ailleurs. Du coup, on conseille de donner toute leur énergie et leur temps à la culture. Merci. Marion, même question. Oui, alors, ce que vous faites en formation professionnelle, donc votre engagement, votre motivation aussi sur de dire qu'au-delà de l'apprentissage, parce qu'il n'y avait pas en apprentissage, mais de l'alternance, ce n'est pas que l'apprentissage, parce qu'en situation professionnelle en tant que stagiaire, donc avec les mêmes contraintes vis-à-vis de vous avez là. Et aussi, dire que les formations qui sont un peu longues, donc un mois sur un US, et donc spécifique de s'engager sur la durée, et c'est pas aussi pour de formalisation au niveau des dossiers et voilà, de rédaction, de présentation au niveau des dossiers et des certificats. Merci Marion, merci à tous les trois. Peut-être pour clôturer cette dernière table ronde, remercier tous les intervenants qui ont pris la parole et toutes les organisations, structures, services de l'État qui se sont exprimés ce matin. Vous dire que si vous ne l'avez pas compris, tout le monde se mobilise parce que les filières du sport, ce sont des vrais parcours de réussite. Il y a des vraies belles opportunités de transformer on va dire un projet et ainsi de suite. Et que je vais prendre juste le cas de l'université. Pour ceux qui rentrent à l'université, qui seraient en difficulté à l'université, on a aussi un partenariat pour essayer de réaccueillir dans des BPGEPS des jeunes qui ont échoué, qui sont en situation délicate à l'université, pour pouvoir préparer un redoublement ou s'orienter vers de nouvelles perspectives. Donc, tous les opérateurs, les organismes de formation, qu'ils soient publics ou privés, les services de l'État, les CFA sont aussi là pour vous accompagner dans ce parcours de réussite, à la condition, et c'est pour ça qu'on terminait sur les contraintes, à la condition que vous mettiez la part qui est la vôtre, à savoir l'engagement, la motivation, la rigueur dans ces formations pour pouvoir aller au bout et décrocher votre carte pro et rentrer dans le monde du travail. Notre table ronde numéro 2 est terminée et Yannick va pouvoir vous présenter la suite de la matinée où vous pourrez nous retrouver sur les stands. Voilà, donc on a fini la première partie de la matinée. La seconde partie se passera au village métier. On retrouvera, vous retrouverez le village métier en sortant. Vous verrez, je ne l'ai pas dit, je vous écris. Vous suivez le bâtiment, vous allez à l'étage du complexe. Vous allez profiter de rentrer dans l'étage du complexe, vous ne perdez pas. C'est assez grand. Et suivez les tours, c'est le à l'évier. Juste pour vous rappeler que c'est quoi ça, quand vous allez quelque part, vous avez des questionnaires de satisfaction. Ça serait bien que vous puissiez nous les remplir. Et nous les déposer directement, si vous partez de suite, les déposer à l'entrée de la. Ah, ça, en même temps, si tu n'es pas déjà engagé, à mon sens, ça peut se discuter avec Voilà. Oui, c'est ça.
De ta part, ça semble assez logique. Donc, bon,